Bonsoir à tous et merci d'être si nombreux malgré le beau soleil qui est dehors. Et puis on sait aussi que vous étiez en journée de jury, donc merci d'accepter encore d'être un peu enfermés dans une salle avec nous. Donc on est Margot Rieux-Blanc et Justine Lajuste-Poyot. On a fondé notre agence Marguerite Poyot Architecte en 2020. Et on va commencer par vous présenter les prémices de cette pratique de maîtrise d'œuvre qui a donc démarré par un voyage. Donc c'est un voyage d'études qu'on a fait en 2019 suite à l'obtention d'une bourse qui s'appelle la bourse Delano, Aldrich and Emerson, qui est une bourse de l'Institut des architectes américains et qui chaque année offre $15 000 à un étudiant, enfin non, à un jeune architecte pour découvrir les États-Unis avec au travers d'un thème de son choix. Donc nous, pour candidater à cette bourse, on a proposé le thème des architectures vernaculaires, donc les architectures locales, traditionnelles, banales, ordinaires, souvent pas construites par des architectes. Et donc notre idée, c'était d'aller chercher les ingéniosités structurelles, thermiques, d'implantation de ces architectures sur le territoire américain. On est donc arrivé à New York et on est redescendu jusqu'à la Nouvelle-Orléans, donc en passant par le Massachusetts, la Pennsylvanie. On a descendu toute la chaîne des Appalaches et on a atterri à la Nouvelle-Orléans pour repartir. L'idée de ce parcours, donc au stade de la candidature de la bourse, on avait une carte très large qui embrassait pratiquement toutes les États-Unis. Et parce qu'on avait aussi envie de s'intéresser aux architectures de terre de l'Ouest. Enfin, on avait des grandes ambitions de voyage. Et puis, on n'avait que seulement 3 mois. Et on s'est rendu compte aussi que toutes ces architectures de l'Ouest avaient fait l'objet de plein d'études déjà dans le cadre de la bourse et puis aussi en parallèle d'autres recherches. Et donc on a concentré en fait notre trajectoire à l'est des États-Unis, et en se disant aussi que c'était peut-être un endroit intéressant, quoique un peu paradoxal, parce que donc on allait étudier une architecture vernaculaire sur un endroit donc colonisé par les Européens, et donc un endroit où nos architectures européennes ont été un peu catapultées sur le sol américain. Donc, tout en se disant, voilà, nous, ce qu'on voulait, c'était étudier quelque chose qui nous animait aussi dans notre pratique. Donc, et puis on avait cette contrainte que ce soit aux États-Unis. Et donc, finalement, on a fini par le définir comme ça et par justement en faire un peu une spécificité en disant que c'était un bon exemple d'empirisme dans la manière de faire qui était assez récent finalement, puisque ces architectures européennes se sont confrontées à un nouveau contexte américain avec d'autres ressources, d'autres savoir-faire, et puis ils ont construit comme ça avec leurs souvenirs et puis les ressources disponibles ces architectures. Peut-être un petit point un peu sur la méthodologie, parce qu'on pense que c'est assez intéressant pour les étudiants. Donc on était 3 à partir, et donc on avait un peu cette problématique d'essayer de produire une matière qu'on pourrait partager et qu'on pourrait facilement consulter à notre retour. On savait qu'on voulait fonder notre bureau, et donc on s'est dit, ce voyage, c'est une occasion en fait pour nous de se lancer autour de l'architecture, mais dans un exercice qui soit pas forcément de la maîtrise d'œuvre. On avait vraiment envie de poser les bases de notre pratique, d'un peu définir les fondements avant de se lancer dans un métier dont on savait qu'il allait nous prendre pas mal de temps, et on allait devoir on n'allait plus forcément pouvoir questionner et re-questionner cette pratique. Et donc dès le départ, on s'est dit qu'en revenant, on aimerait faire une exposition et un livre. Et donc on a produit des supports. Je continue.
On a produit des supports du coup qui nous ont permis, parce que c'est vrai que aussi dans le voyage en fait on avait cette ambition de parcourir par la terre et donc d'être plus ou moins en sac à dos et donc de limiter aussi les affaires qu'on emmenait avec nous. Et donc c'est vrai que ce voyage on l'a préparé en amont pendant 6 mois avant de partir. On a mappé un peu les lieux qu'on voulait aller voir et on a un peu référencé tous ces lieux par des thèmes qu'on a préparé et qu'on a inscrit dans des bouclettes, ce qu'on appelait nos bouclettes, qui nous permettaient en fait d'avoir un concentré des informations qu'on avait récoltées à l'avance, de les emmener avec nous sur un format léger, et ensuite, en laissant des pages blanches dans ces bouclettes, de pouvoir les remplir quand on serait sur le site, et d'avoir en fait une production de nous trois qui deviendrait un peu commune aussi, de travailler en fait cet esprit commun de la restitution. Oui, on voulait aussi un peu que, comme on voulait présenter ce travail, presque on avait envie que tout le monde puisse passer dans les dessins, dans les textes, presque un peu d'harmoniser notre trait, enfin d'être sur quelque chose comme ça de collaboratif un peu dès le départ, pour qu'ensuite ça puisse se voir, qu'on puisse vraiment mettre en commun dès l'exercice du carnet de voyage finalement, qui était ces petits carnets communs. Et c'est vrai qu'au final, ce travail en amont, en fait, sur ces carnets-là, on prédéfinit les thèmes qui se retrouvent aujourd'hui dans le livre et qui ont permis, en fait, de classer un peu par intuition notre travail à la base. Et alors, bien sûr, il y en a qu'on a préparé complètement pour rien parce que finalement, c'est des choses qu'on n'est pas allé voir ou alors que finalement, on n'a pas fait rentrer dans notre étude parce que c'est vrai que quand on part comme ça pour une recherche de terrain, on a des intuitions à la base qu'on vient confirmer ou parfois complètement infirmer. Et donc voilà. Donc après, sur place, on a utilisé les outils qu'on avait à notre disposition en tant qu'architecte, qui étaient le dessin, la photographie, la prise de notes, la lecture, la prise d'informations et tout ça. Et on a eu, parce qu'on avait ce désir-là, en fait, d'avoir une méthodologie de terrain, ce qui nous a peut-être un peu manqué à l'école, de pas expérimenter vraiment les bâtiments pour ce qu'ils sont. Et donc, on a essayé de passer vraiment beaucoup de temps au pied des bâtiments, relever, prendre des mesures, parce que bien sûr on avait énormément d'ambition avant de partir. On voulait rendre toutes les maquettes des bâtiments qu'on avait vus au 20e, faire une espèce de restitution un peu grandiloquente, et au final on s'est aperçu que ça prenait énormément de temps. Mais comme on avait cette ambition-là, on a voulu vraiment s'imprégner des bâtiments qu'on voyait, essayer de les comprendre au maximum, comprendre les systèmes constructifs, comprendre les ingéniosités, parce que c'est aussi pour ça qu'on allait faire ce voyage sur les architectures vernaculaires, c'était pour en tirer des dispositifs après qu'on pourrait potentiellement réutiliser. Donc en fait notre méthodologie de terrain, c'était de passer énormément de temps à dessiner, à prendre en photo, et on tournait comme ça chacune sur les postes en fait au fur et à mesure des bâtiments qu'on découvrait. Et du coup cette méthode d'analyse, elle nous a permis de passer énormément de temps dans les constructions, devant les constructions, d'aller regarder des petits détails. On a beaucoup utilisé le relevé, donc on mesurait beaucoup de choses, parce qu'aussi on avait aussi un peu cette intuition que il y a plein d'ingéniosité de ces constructions qui résident dans leurs proportions, dans des justes mesures. Et ce voyage, c'était un peu ça, c'était se dire, ok, on a 3 mois, c'est peut-être un temps qu'on n'aura plus vraiment de disponible comme ça à la suite dans notre vie d'architecte. Comment est-ce qu'on peut faire, donc c'était ça aussi l'idée de se rendre plutôt en ruralité, et de passer du temps comme ça au pied de chaque bâtiment. On avait cette intuition que ces architectures, elles ont plein de choses à nous apprendre, mais c'est vrai qu'on savait pas exactement encore dans quelle mesure. Et en fait, c'est vraiment en étudiant des petits dispositifs architecturaux, des petites ingéniosités constructives, que peu à peu, on a commencé à comprendre exactement toutes ces petites spécificités. Et comme ça, on a commencé un peu à se fabriquer une sorte de petit catalogue de références relevés comme ça in situ. Donc là, par exemple, on vous présente rapidement quelques exemples. Et donc là, par exemple, donc au démarrage, on a beaucoup été en Nouvelle-Angleterre avec toutes les granges issues de l'immigration anglaise. Et un cas d'étude qui pour nous était assez révélateur de ces ingéniosités, c'est le cas du séchoir à tabac et de ses principes de ventilation de façade et d'implantation par rapport au vent. Et donc c'est de très longues constructions, des longs hangars où en fait
le bardage des façades, il y a à peu près une lame sur 3 ou 4 qui est armée de petites charnières et qu'on vient ouvrir ou fermer en fait pour gérer la quantité d'air et de vent qui va rentrer dans le hangar. Et donc ils sont souvent positionnés avec les 2 grandes portes dans l'axe des vents dominants, et ensuite on vient réguler comme ça pour le séchage des feuilles de tabac la quantité d'air qu'on va faire rentrer dans le bâtiment. Donc en actionnant soit les façades latérales avec les petits volets que décrivait Justine, donc des volets soit avec des charnières latérales, soit des charnières verticales, horizontales, quoi. Soit en ouvrant les 2 petits côtés, les 2 pignons, où par contre là c'est des volumes d'air beaucoup plus importants qui s'engouffrent, donc suivant le moment du séchage du tabac où on en est, et le besoin de sécher plus ou moins important. Et dans ces constructions aussi, on commençait à se rendre compte qu'en fait rien n'est laissé au hasard. Donc nous on les trouve super belles, c'était souvent des très belles charpentes aussi. Et en fait on se rendait compte que tout le linéaire de bois horizontal, par exemple dans les charpentes, ils allaient développer le maximum de linéaires horizontaux pour pouvoir suspendre le maximum de feuilles. Enfin, c'était comme ça que des éléments réfléchis qui servent une fonction très directe. Et ce qu'on retrouve beaucoup dans toutes les architectures agricoles, en fait, qui viennent accompagner un mouvement ou une action. Un autre cas d'étude qui nous a pas mal inspiré sur place et pour la suite, c'est le cas de la Dog Trot House. Donc ça, c'est des maisons de la Nouvelle-Orléans, du Mississippi, qui sont plutôt issus des architectures des îles, donc des îles Caraïbes. Et donc c'est l'idée donc c'est souvent des constructions sur pilotis, parce qu'ils ont toute la problématique des sols marécageux, des sols toujours un peu semi-inondés. Et souvent en fait, donc dans le cas de ces maisons-là, on a un porche abrité qui sépare l'habitation en 2. Et qui vient faire un petit couloir dans lequel le vent s'engouffre. Donc on est couvert, mais ouvert sur les 2 façades. Et en fait, axé dans l'axe du vent dominant, ça vient créer un espèce de petit effet venturi entre ces 2 parois, puisque ça fait une zone plus restreinte. Ça vient créer un courant d'air, en fait. Et en fait, de part et d'autre, l'habitation est ouverte sur ce passage. Et on vient ici créer une ventilation complètement naturel, juste avec un dispositif spatial très simple. Et du coup, donc ça c'est un exemple qui était complètement à la fin de notre voyage, et un peu de 2 façons, 2 climats différents, comment on s'adapte et comment en fait on crée des avantages dans son logement ou dans son bâtiment pour répondre aux problématiques du climat en question. Il y avait ensuite le cas toutes les constructions en log, donc en rondins de bois assemblés. Donc là, c'est un peu l'usage assez brut des rondins de bois on vient créer des notches, donc des nœuds, on vient les tailler en fait, des encoches sur les extrémités, les assembler, et puis ensuite on a un remplissage en torchis entre les rondins de bois. Et donc voilà, on a plein de types d'encoches différents, diamants, enfin voilà, plein aussi de découpes qui deviennent finalement assez esthétiques, et avec voilà cette idée après de remplir en terre et de venir créer une habitation vraiment avec ce qu'on a sous la main en bois. Donc, faut savoir que c'était assez direct aussi comme emploi, c'est-à-dire qu'on avait besoin de défricher une forêt et puis on utilisait directement le bois issu de ce défrichage. Faut savoir que les colons, quand ils sont arrivés, tout ce truc d'utiliser du bois aussi, c'était d'une certaine manière aussi avoir un peu la main sur le climat. Donc, ils avaient besoin en fait de défricher pour justement un peu assécher aussi ces endroits, et du coup, ils avaient pas peur d'utiliser du bois en grande quantité. Et ça correspond aussi totalement à la conquête de ce territoire, en fait, qui était vierge, enfin pas vierge d'habitation et tout ça, mais qu'ils ont dû conquérir, s'approprier. Donc il y a énormément à l'est des États-Unis des constructions en bois comme ça en rondins qui ont été un peu les prémices de la conquête des États-Unis, et qui aujourd'hui
correspond à l'idée que se font les Américains du patrimoine actuel, quoi, enfin de leur civilisation. Oui, ça c'était un peu perturbant d'ailleurs, c'est que souvent on est allé voir des log cabins, donc vraiment des très petites constructions comme celle-ci qui étaient complètement sanctuarisées. Enfin voilà, où ils en faisaient vraiment des caisses avec des plaques commémoratives. Ici a vécu tel conquérant. Enfin c'était un peu la log cabin. Parfois on l'aimait pas trop parce qu'on l'a trouvé très justement un peu assez significatif de cette manière d'arriver sur un territoire et de se l'approprier complètement, faisant complètement abstraction de ce qui était avant. Ça, c'est un type de grange qu'on a retrouvé dans les Appalaches, qui est un peu typique des Appalaches, qui utilise aussi les encoches, enfin la log construction, mais ici de manière pas remplie parce que c'était pas pour l'habitation, vu que c'était pour l'agriculture. Et justement, on laisse un espace entre les troncs pour pouvoir venir ventiler. Et puis, on aimait bien ce truc-là des porte-à-faux en fait qu'ils ont développé, mais qui est souvent développé dans des architectures agricoles, qui est aussi lié donc au fait de pouvoir utiliser la sous-face aussi comme endroit où on vient ventiler des récoltes qu'on aurait stockées, et qui était aussi une manière de payer moins de taxes foncières parce qu'on touchait pas le sol et que du coup on n'était pas sur une emprise au sol. Et un moyen aussi très pratique de protéger le soubassement de la maison aussi, les matériaux, parce que du coup ils sont protégés des pluies et du soleil. Une communauté qui nous a pas mal marqué, c'est la communauté Shakers. Ils sont issus des Quakers anglais. Et c'est une communauté religieuse, donc en fait déjà dans ce qu'on est allé étudier, souvent c'était des communautés soit un peu chassées d'Europe, donc il y avait un peu cette idée d'arriver au Nouveau Monde pour un peu tout reconstruire et de manière assez totale. Enfin, du coup c'est pour ça qu'on a vu des exemples aussi assez radicaux. Et donc eux, ils sont arrivés là-bas avec cette envie de vraiment mettre en application tous leurs préceptes religieux. Et il faut savoir que c'était une communauté où tout était basé sur le travail minutieux, bien fait. Enfin voilà, avec toujours le souci de la juste mesure. Enfin, c'était vraiment une manière d'atteindre le ciel. Et donc par exemple, le couple était défendu. Donc ils vivaient uniquement en communauté séparées. Enfin, ils disaient que voilà, sinon ça allait les décentrer du travail. Et donc c'était vraiment des constructeurs, des menuisiers, des musiciens, ils avaient de super beaux habits et aussi agriculteurs, enfin et éleveurs. Et donc ils avaient des systèmes de mobilier, enfin et d'aménagement intérieur, nous qui nous ont super inspirés. Donc par exemple, on voit toujours cette espèce de grande lisse en bois avec des patères qui fait le tour des pièces, donc que ce soit dans une pièce d'habitation, dans un atelier, dans tous leurs endroits, et en fait ils viennent suspendre toutes leurs affaires à ces espèces de patères en bois. Et donc si c'est dans un atelier, c'est tous leurs outils, si c'est dans leurs habitations, c'est plutôt leurs effets personnels. Donc voilà, des éléments comme ça très beaux, très dessinés. Partout beaucoup de lumière dans leurs habitations, et donc voilà, vraiment c'était super beau. Bon après on a aussi compris que c'était aussi pour des soucis de contrôle de la communauté, toutes ces histoires de fenêtres, de montrer ses affaires. En fait ils avaient pas trop le droit d'avoir de propriété privée, donc pas de placard fermé, il faut tout montrer, tout ce qu'on a. Et après, du coup, on s'est intéressé particulièrement à leurs bâtiments agricoles, notamment la Round Barn qu'on a vu juste avant, qui est une grange circulaire. Et donc, il y a une réflexion sur comment optimiser toutes les fonctions de ce bâtiment. Donc, comme on le voit sur la coupe, donc c'est un bâtiment qui est sur 3 niveaux. Il y a un accès unique au dernier niveau, donc au sous-sol, et un accès unique au R+1, on va dire. Et donc, en fait, le fait qu'elle soit circulaire permet, par exemple, à la charrue de rentrer pour déverser le grain récolté dans les champs qui sont juste à côté, à l'étage supérieur, de déverser. Alors, on n'a pas le plan là, mais c'est un plan qui est compartimenté en plusieurs, donc en divisions, dans lesquelles on met tel mélange de grains. On note quelle vache mange tel mélange de grains pour voir sa production de lait derrière. Donc, ça permettait comme ça de distribuer l'avoine, enfin tout ce qui était récolté dans les champs juste à côté, dans les compartiments donnés. Ensuite, au niveau d'en dessous,
on voit rapidement sur la coupe qu'il y a un petit, on va dire, il y a une circulation sur le pourtour où il y a des trappes du coup qui permettent d'évacuer le fumier en dessous, et donc l'accès unique qu'il y a au sous-sol vient récupérer le fumier et vient l'épandre dans les champs qui sont juste à côté. Et ensuite on a une circulation qui est juste, on va dire, quasi au centre autour de des divisions de grains, et qui permet en fait à l'agriculteur de venir nourrir les bêtes pendant qu'elles sont traitées par les femmes d'ailleurs, qui marchent elles sur une plateforme qui n'est pas la plateforme qui est sale, là où on évacue le fumier. Et donc il y avait vraiment plein de dispositifs, plein de fermetures pour tout rendre le plus pratique possible, le plus efficient possible. Il y avait vraiment cette recherche d'être efficient, même dans tous les outils qu'ils fabriquaient. Il y avait un outil spécifique pour une fonction, et donc c'est ça qui était très très intéressant à relever. Oui, dans la ronde barn, là, la grande colonne qu'on voit au centre, c'est une petite tourelle, enfin une grande tourelle de ventilation. Et donc en fait, pour pas que les récoltes, au final stockées comme ça, ça peut faire un espèce de compost qui devient très très chaud et qui peut s'embraser. Donc c'est un gros point structurel qui vient ventiler en fait toute la grange. Et puis en dessous, je sais pas si t'as dit ça, pour réchauffer. Ah non. Qu'en fait, on voit la petite trappe derrière la vache. En fait, ils allaient mettre tout le purin, enfin tout le fumier dedans, et qui allait aussi composter et venir réchauffer, enfin garder une espèce de chaleur dans toute la grange. Alors là, c'est un endroit, enfin il y avait tellement d'éléments à dessiner, à mesurer, que je crois qu'on n'a même pas mangé le midi. On s'est vraiment fait une journée à relever tous leurs meubles, à dessiner. Là, pour le coup, il y avait plus l'histoire des bouclettes, chacune dans son coin. On était toutes focus. Et finalement, on a plus ou moins relevé un peu les mêmes choses. Mais ça, c'était une communauté assez inspirante. Mais du coup, vu que il y avait pas trop cette notion de couple et de reproduction, du coup, qui existe plus aujourd'hui. Et dans cette étude, alors, on avait envie de parler d'héritage en fait de ces constructions-là, et de savoir en fait ce que ça peut apporter aux architectes aujourd'hui, de porter un regard sur ces constructions. Et aussi, on allait aux États-Unis, on savait qu'on n'allait pas y retourner très souvent dans notre vie, et donc il y avait aussi des maisons qu'on avait envie d'aller voir et qu'on a essayé de faire rentrer dans notre étude. Donc au début, c'était un peu on se questionnait pas mal à parler de ces notions d'héritage, surtout qu'on allait parler d'architectes modernes qui souvent se définissent comme résolument modernes, et qui du coup ne parlent pas souvent ou presque jamais de ces architectures-là. Et puis au début de notre voyage, grâce à la bourse et aux gens du comité américain de la bourse, ils nous ont demandé qui on avait envie de rencontrer absolument pour échanger à New York avant de partir pour notre voyage. Et un peu en rigolant, on a dit qu'on voulait rencontrer Kenneth Frampton, donc qui est un peu le spécialiste des vernaculaires modernes, donc de notre thème. Et puis finalement ils nous l'ont fait rencontrer. On est allé dans son bureau et on a discuté avec lui, et on a un peu évoqué du coup tous ces questionnements qu'on avait, à aller étudier des architectures plus contemporaines et à essayer de les lier avec notre thème d'étude. Et il nous a bien validé, enfin oui, ou décomplexé en fait sur le fait de faire rentrer ou non des architectures réfléchies par des architectes dans cette étude-là. Et voilà, il nous a même validé le fait d'aller voir un des disciples de Wright, par exemple, qu'on hésitait à aller voir. Enfin voilà, on a pu avec lui en fait un peu valider notre tracé de voyage. Cette maison, c'est une des maisons qui nous a pas mal marqué. Donc c'est sur la presqu'île de Cape Cod, à côté entre New York et Boston. C'est une maison qui s'appelle la Hatch House, et qui est située donc sur une presqu'île qui est un peu entre des marais et l'océan. Et c'est un lieu en fait où il y a eu beaucoup d'architectes du Bauhaus qui sont venus pendant le régime nazi. Ils ont dû fuir l'Allemagne parce que l'école était jugée trop subversive, et donc du coup ils se sont réfugiés aussi aux États-Unis.
Et sur cette presqu'île, ils ont un peu trouvé, on a lu des lettres de Gropius qui disaient on a trouvé le Nirvana, c'est Cape Cod, c'est près de Boston, donc ils se sont invités comme ça. Donc il y a beaucoup de gens qui sont passés par ce lieu, donc Breuer, Gropius, plein d'architectes du Boss. Et en fait sur cette presqu'île, il y avait aussi donc ces Européens là. Et puis des gens qui étaient pas forcément architectes, mais assez un peu une sorte d'élite, un peu de Boston, des bohèmes un peu, qui se sont retrouvés là-bas. Et en fait, il y a eu une espèce de fusion entre ces deux groupes. Et ils se sont mis à construire un peu leur cabane rêvée, qui très souvent était empreint de modernisme, mais avec ce côté autoconstruction un peu fait par eux-mêmes, mais souvent avec des plans ou des détails complètement issus du mouvement moderne. Et donc toutes ces maisons, aujourd'hui, elles étaient assez, assez sobres dans leur manière d'être construites, et puis en plus situées sur des dunes de sable. Donc très exposées aux embruns, au vent, et donc elles étaient un peu en train de se détruire, surtout que en fait tout le site a été classé, et puis finalement il y a une association qui a réussi à les faire rénover, et donc peu à peu comme ça ils sont en train de rénover ces maisons. Et donc là, pour revenir à la Hatch House, donc c'est celle qui nous a le plus marqué, parce que c'est chez elle qu'on a trouvé le plus de fusion entre ces deux pensées. Donc un plan avec une grille très très rationnelle, donc une espèce de grille qui délimite des carrés de 2,50 m par 2,50 m. Et en fait, il y a un immense deck donc qui fait tout le plan. Et puis il vient refermer des carrés de la grille. Donc avec 8 carrés, il fait une pièce à vivre. Avec un module, il fait une chambre. Et voilà, il vient compléter aussi la grille au fur et à mesure de l'évolution de la famille. Et puis donc on retrouvait aussi ils le disent aussi dans leur texte, ils sont autant empreints de modernisme que des constructions locales, donc des cabanes ostréicoles ou du Cape Cod Cottage, qui est un peu le petit habitat de base de la presqu'île, qui est aussi un habitat modulaire. Donc par exemple, il s'inspire un peu de cette modularité d'une autre manière, mais c'est des éléments qu'on retrouve. Et puis ensuite, il y a cette idée un peu comme dans les séchoirs à tabac, donc de l'habitant qui active son bâtiment en fonction de la lumière qu'il veut donner, de l'exposition à l'air, au soleil qu'il veut avoir. Et donc on a toutes ces façades qui se relèvent à l'aide de drisses, de poulies, et on vient créer des porches comme ça avec tous les volets de la maison. Et voilà, ce qu'on aimait bien dans cette maison qu'on a visitée, c'était qu'on a trouvé très moderne dans son plan, enfin dans sa manière d'être conçue, et très primitive dans sa manière d'être vécue. Et ça, c'était quelque chose qu'on a beaucoup apprécié dans cette construction. Ensuite, dans les héritages, donc il y a eu la partie en Pennsylvanie où on est allé voir les maisons de Frank Lloyd Wright, et donc là pareil, donc on avait un peu, donc c'est la maison la plus visitée des États-Unis, et donc on avait un peu communiqué sur notre thème avec les guides de la Falling Water avant d'y aller. Et ce qui était super, c'est que eux, en fait, ils ont adapté un peu la visite qu'ils nous ont faite de cette maison à notre thème. Et donc en fait, ils nous ont un peu montré. Donc évidemment, on est allé prendre la photo du point de vue où tout le monde doit se mettre au même endroit pour avoir la belle photo. Mais on a aussi eu cette visite plus personnelle sur notre thème, où ils nous ont montré aussi plein de dispositifs en fait qui montraient comment, par exemple, il allait se servir de la fraîcheur de l'air qui va sur la cascade. Donc par exemple dans le salon, à un moment il y a comme une espèce de grande cale en verre, comme une verrière en fait. Et c'est un endroit pour accéder au plus près de la cascade par un escalier. Et c'est aussi un endroit où quand on l'ouvre, instantanément, en fait,
tout le salon est rafraîchi parce qu'il y a l'air qui s'engouffre au-dessus de la cascade qui remonte comme ça par cet endroit-là. Et donc voilà, il nous a montré plusieurs petits dispositifs comme ça où en fait on utilise aussi l'énergie produite par cette cascade en fait pour l'avoir dans l'habitation comme une énergie un peu gratuite. Et il faut savoir que du coup ces archives, enfin ce qu'on s'est rendu compte, c'est que certes, c'était pas forcément formalisé dans leurs travaux qu'ils faisaient référence à cette architecture vernaculaire, mais en fait, ils connaissaient tellement bien la construction et peut-être leur territoire et tout ça qu'en fait, ils avaient ces réflexes de construction. On le verra aussi pour Cannes après. Et donc, en fait, par exemple, le dispositif de Cannes sur la cascade pour rafraîchir le séjour, c'est emprunt à des petites maisons qu'on a croisées par exemple en Pennsylvanie, mais qu'on peut retrouver aussi chez nous dans les Pyrénées, par exemple, qui s'appellent les Spring House là-bas, qui sont des petites maisons construites en pierre sur des ruisseaux et qui en fait, avec la fraîcheur du ruisseau, servaient de réfrigérateur en fait pour stocker les aliments. Oui, c'était des espèces de petites constructions qu'on retrouve pratiquement dans toutes les communautés. Nous après ça nous a amusé parce qu'on va souvent dans les Pyrénées et il y avait aussi ce dispositif plus des bergers pour en fait pouvoir conserver de la nourriture au frais. On vient faire une petite construction en pierre sur un ruisseau, donc qui est soit est carrément apparent dans la construction, soit passe en souterrain. Et du coup, on a un endroit qui est naturellement frais, dans lequel on peut stocker toutes les denrées périssables. Et Wright, il avait quand même alors lui, il parle du vernaculaire en disant que justement il n'y a pas d'architecture vernaculaire aux États-Unis, et il est assez obsédé par cette idée d'en inventer une et de la développer aux États-Unis. Mais disons que son principe à lui, c'est plutôt de dire qu'il réalise une architecture organique, mais qui en fait est un peu ce principe-là de jouer avec l'environnement, avec les matériaux qu'il nous apporte, avec le dialogue de l'intérieur vers l'extérieur et tout ça. Et on retrouve quand même beaucoup de principes qu'on peut faire rentrer, enfin que nous on a fait rentrer dans notre thème parce qu'il correspondait un peu à ce qu'on voyait des architectures traditionnelles. Et enfin voilà, notre question elle était très simple. Quand on allait voir ces architectures, on se demandait juste ce qu'elles avaient pu emprunter à ces architectures vernaculaires de près ou de loin. Et on a découvert du coup sur place un architecte qu'on connaissait pas du tout, qui s'appelle Ewin Fay Jones, qui était un disciple de Wright et qui lui, après avoir travaillé avec Wright, est retourné dans sa région natale, qui est l'Arkansas. Et on a pu visiter pas mal de ses maisons. Son œuvre, un peu comme Wright, est très protégée, donc on n'a pas, enfin là encore plus, tellement qu'on connaît pas trop son travail en Europe. Donc c'était assez compliqué de pouvoir prendre des photos. Et par exemple, même dans la maison sur la cascade, on n'a pas le droit de prendre de photos de l'intérieur. C'est pour ça qu'il y en a assez peu en fait. Et son travail à Fay Jones, il nous a aussi beaucoup intéressés. Il travaillait aussi toutes ces notions de soubassement en pierre qui vient créer une zone plus tempérée pour l'habitation, avec ensuite plus des étages en bois qui viennent surplomber ce soubassement en pierre. Est-ce qu'on retrouve dans les architectures de Louis Kahn? Donc c'est vrai que nous on connaissait plus Louis Kahn pour les bâtiments publics qu'il a fait, mais moins peut-être pour les maisons, enfin pour sa production privée. Et du coup, on a été voir cette maison qui s'appelle la Fisher House, qui est dans la banlieue de Pennsylvanie, là où il a construit quand même plusieurs de ses maisons, 7 il me semble, et qui réemprunte ce dialogue en fait d'avoir un soubassement assez dur, assez fort, et d'avoir une partie supérieure de la maison plus légère en fait, qui est un peu le principe qu'on a vu dans les granges qui sont fermées en bas parce que du coup c'est là où on met le bétail, et qui sont aérées en haut pour ventiler la production et les céréales. Oui, par exemple, des granges qu'on aurait pu montrer avant ça, c'est des granges plutôt de Pennsylvanie, et qui elles ont toujours le principe du bank, ce qu'ils appellent. Donc c'est le fait d'encastrer le rez-de-chaussée dans le sol. Enfin, on s'inscrit toujours dans une pente, et donc du coup on encastre le rez-de-chaussée dans le sol avec un rez-de-chaussée en maçonnerie, et donc on crée une zone tempérée pour les bêtes, et puis au-dessus on a l'étage en bois beaucoup plus ventilé, beaucoup plus ouvert.
Donc du coup, de tout ça, quand on est rentré, on avait demandé en fait à la Maison de l'Architecture à Bordeaux s'ils pouvaient nous accueillir en résidence pour qu'on puisse un peu trier tout ce qu'on avait ramené de ce voyage. Donc beaucoup de photos, même si on était avec des appareils photo argentiques, donc ça réduisait quand même un peu la masse de photos. Mais on avait quand même voilà tous nos dessins, tous nos textes. On avait vraiment envie de produire toute la matière qu'on allait présenter sur place. Et donc du coup, nos textes, ils ont été écrits là où on pouvait. Donc principalement, on dormait chez l'habitant parce on se partageait un budget de bourse en 3, donc on n'avait pas de quoi être. Enfin voilà, notre moyen de dormir, c'était tout le temps chez l'habitant. Et donc nos textes, ça a été à la table de la salle à manger chez les gens chez qui on logeait, produits dans les stations-service du coin quand on faisait une pause. Et on aimait bien en fait que ce soit une matière assez brute, enfin assez prise sur le vif. Et donc pareil sur les photos, on n'a pas eu envie de jouer le jeu de la retouche parfaite. Et également pour nos dessins, donc qui à la base étaient faits vraiment super rapidement, un peu dans des conditions parfois avec le papier complètement mouillé. Et au départ, ça, on s'était dit on va les refaire. Et puis en discutant un peu autour de nous de la manière dont on avait envie de montrer tout ça, on nous a dit bah non, ça va pas avec votre truc, vous devez montrer vos dessins tels quels. En fait, toute votre matière, elle provient de ce voyage et essayer de la montrer la plus brute possible. Donc on a juste fait un travail de tri et puis un travail enfin voilà on a essayé un peu de hiérarchiser toute cette matière en se faisant aider aussi un peu par des graphistes, qui est aussi un regard extérieur qui a pas fait de mal à la suite de ce voyage où on était toutes les trois très très dedans. Et donc on a produit une petite exposition à la Maison de l'Architecture qu'on a présentée et qui ensuite est une exposition qui a un peu bougé. Donc dans d'autres maisons de l'architecture, et puis aujourd'hui elle est au Forum d'architecture de Lausanne, et puis cet été elle va aller au séminaire Bernard Quiraud à PEM, et donc voilà, donc l'idée c'était d'avoir une exposition quand même relativement facile à bouger, voilà, pour pouvoir l'envoyer ensuite autre part. Et de cette exposition, donc là il y a déjà eu un premier tri sur toute notre matière. On avait aussi contacté des éditeurs en se disant, voilà, au début on savait pas trop ce qu'on voulait en faire, mais on savait qu'on voulait une publication un peu de meilleure qualité que ce qu'on avait rendu pour la bourse, qui était un peu un petit PDF imprimé un peu rapidement, et on savait qu'on avait envie de mettre en page tout ça et de retravailler cette matière une dernière fois pour aboutir à un ouvrage. Et il y a un éditeur qui nous a répondu tout de suite qu'ils étaient partants, c'est les éditions Parenthèses. Et donc eux, ils publient que de l'architecture, paysage, urbanisme. Et en fait, c'est 3 architectes marseillais qui ont fondé leur maison d'édition après avoir fait un voyage sur les architectures en terre à l'ouest des États-Unis. Donc quand ils ont vu notre thème, ils se sont dit OK, ce livre-là, il sera pour nous. Et donc on a fait cet ouvrage avec eux qui est paru en mars 2023. Ouais, donc il y a un an. Et bien sûr, comme on avait besoin d'une préface, on a recontacté Kenneth Frampton en se disant que peut-être il serait d'accord pour préfacer le livre. Et donc on a fait avec lui quelques échanges par écrit, parce que c'était un peu au moment du Covid qu'on écrivait tout ça. Et puis au fur et à mesure de quelques lettres qu'on a échangées, au final on a imprimé aussi une première fois le livre, enfin voilà, à notre manière, chez un imprimeur à côté de chez nous, et pour que lui ce soit aussi plus facile à lire, parce que il a quand même 92 ans, donc du coup on voulait pas qu'il s'envoie des PDF sur l'ordinateur. Et puis le jour où on lui a envoyé l'objet un peu fini, il nous a répondu une lettre en disant OK, là maintenant ça ressemble à un livre, vous trouverez avec cette lettre ma préface. Donc du coup maintenant en transition un peu, on va vous exposer un peu les travaux de l'agence et voir un peu les relations qu'on fait avec ce voyage et les valeurs, les bases qu'on a posées pendant
toute cette étude et qui se retrouve aujourd'hui peut-être dans notre pratique. Donc ça, c'est la carte des territoires là où on officie. Nous, on est basé à Bordeaux et disons qu'on rayonne à environ 200 km autour de la métropole, plutôt vers le sud, plutôt dans les territoires des Landes et un peu dans le Pays Basque. Peut-être rajouter que du coup, on a tant une pratique qui peut être urbaine que rurale, et c'est les deux milieux qui nous plaisent aussi à questionner, et voilà, il y a toujours des objets qui sont intéressants dans les deux parties, et on aime bien confronter aussi ces deux territoires différents. Oui, un peu deux pratiques qui viennent se complémenter. En fait, on aime bien, dans des milieux plus ruraux aussi, dans ce contexte de rénovation, voilà, d'architecture carrément vernaculaire pour le coup. C'est aussi un moyen pour nous de continuer un peu ce qu'on a embrayé avec ce voyage, ce livre, cette exposition, et de voilà, d'une manière assez directe en fait, de s'attaquer à des petites constructions qui ont aussi des systèmes constructifs qu'on peut revaloriser, qu'on trouve super ingénieux, comme par exemple là c'est un projet dans les Landes. Et c'est donc un ensemble de granges à transformer en habitation. Et donc quand les clients nous ont contactés pour ce projet, donc c'était un peu une grange face à leur maison, mais donc eux ils avaient toujours vu avec son torchis un peu ancien qui se délabrait, mais pour eux c'est la vue de leur maison. Enfin, ils sont aussi attachés à ce patrimoine ordinaire, mais je pense pas qu'ils se disaient qu'on pouvait la transformer en habitation tout en gardant son caractère, ses colombages. Donc au départ, eux, ils avaient plutôt pensé peut-être, à faire des grandes ouvertures, casser un peu le rythme de ces colombages. Là où nous, on a insisté en fait pour que ça reste structurellement très présent. Et donc on les a convaincus de réaliser un torchis chaud chanvre entre colombages, et qu'on est venu mettre en surépaisseur à l'intérieur pour qu'ils aient une isolation qui leur permette d'habiter confortablement la maison. Et puis ensuite, on a dû reconstruire tout un volume qui est très vite tombé. C'était des anciennes écuries. On voit quand. Ah oui, voilà. Tout un volume d'anciennes écuries qui étaient adossées à cette grange en colombage, et on s'est vraiment appuyé sur l'emprise du volume pour venir créer tous les espaces de nuit, chambres et salles de bain. Au départ, nous on voulait vraiment rester dans l'emprise absolument de la construction existante. Donc ici on a la construction colombage, et puis là la construction en bois qu'on est venu ajouter. Et puis on leur avait fait du coup des chambres cabines très très petites qui nous rappelaient un peu justement celle de la Hatch House, et qui pour nous était complètement ok. Mais voilà, ils ont insisté pour avoir plus d'espace, donc on leur a octroyé ce petit couloir, cette petite zone technique en fait, qui est donc la zone ajoutée, et qui vient en fait faire une circulation pour desservir les chambres, et puis une petite zone technique derrière cuisine et de sanitaire. Parce qu'au début, en fait, nous, on a une conviction de vouloir aussi rester dans l'existant et dans l'emprise existante des bâtiments, parce qu'on veut se poser la question de pourquoi on construit plus, pourquoi on ajoute. Et ça, c'est une question qui est vraiment au cœur de toutes nos premières réflexions sur les projets. C'est, est-ce que c'est vraiment nécessaire d'ajouter de la surface, ou est-ce que dans la surface qui est disponible, on peut pas faire quelque chose déjà de bien en reconditionnant un peu les circulations et tout ça. Et c'est vrai que là, du coup, on a essayé, et les cabines étaient peut-être trop petites, et du coup, on a rajouté que cette circulation, voilà, en essayant de minimiser notre impact aussi constructif, quoi. Mais ça partait quand même d'un combat un peu plus lointain, c'est-à-dire qu'ils venaient remplir toute la zone du porche et la poursuivre jusque là. Et donc c'est vrai que on s'est rendu compte que c'était vraiment dans toutes les demandes qu'on a de projets, il y a toujours cette notion de forcément une extension. Alors que souvent il y a un espace disponible qui est là, qui est juste à revaloriser, à réorganiser un peu. Et donc du coup, ça c'est vrai que c'est toujours un peu les premières discussions, c'est un peu se demander un peu ce qui est nécessaire aussi, voilà, ce qu'on peut développer comme espace, ou ce dont on peut se contenter.
Donc ça, c'était pour montrer un peu le processus du torchis au chanvre. Donc nous, on est venu en fait le bancher, enfin donc voilà, mettre des banches à l'extérieur et puis le projeter. On le mélange dans une bétonnière et puis ensuite on le projette avec une machine. Ça fait une espèce de pâte un peu épaisse comme ça et qu'on est venu enduire ensuite avec un enduit de finition. Ce qu'on a voulu faire aussi avec ces colombages, donc dans nos ouvertures, c'était essayer en fait de respecter ces bois de biais en fait qui venaient. C'était d'essayer vraiment le plus possible de rester dans la structure existante sans venir faire des reprises qui auraient été coûteuses et qui aussi pour nous auraient un peu dénaturé la logique justement du rythme de ces colombages. Et donc voilà pour les ouvertures et puis ensuite pour tous les vitrages par exemple, on a essayé de jouer avec ces colombages. Donc là on avait des pré-cadres bois qui venaient qui servaient en fait pour venir arrêter le torchis au chanvre, mais qui ont été aussi des pré-cadres pour venir fixer des menuiseries. Donc parfois on est venu mettre des menuiseries en applique derrière des colombages, donc essayer de jouer avec. Parfois dans les espaces intérieurs c'est devenu juste des espèces de brise-vue, parfois ils font brise-soleil. Et voilà, donc là par exemple une vue de la cuisine. Donc ici en fait ça c'était à la base la façade nord du bâtiment. Et puis comme ils ont voulu qu'on ajoute tout ce couloir technique, on est venu recréer une façade derrière. Et donc là, voilà, c'était un peu l'idée de montrer ce colombage, de parfois juste venir lui adosser du bois quand on est dans le cadre d'un comble technique, et puis le remplissage chaud chanvre, donc soit qui vient complètement recouvrir les colombages quand on est en façade extérieure, soit en remplissage entre colombages quand on n'avait pas de notion de thermique à gérer. Il y avait un élément qu'on aimait beaucoup dans le projet, c'était ce poteau bois en chêne qui en fait, en discutant un peu avec les charpentiers, on s'est rendu compte que lui, il avait été démonté de d'autres constructions, enfin il avait toute une histoire. On voulait vraiment du coup que tout cet espace de la pièce de vie, ce soit pas un espace partitionné. On voulait vraiment que ce soit ce poteau en chêne au milieu qui vienne structurer tout l'espace. Et puis ensuite, on a aussi réussi à avoir une petite mission mobilier en essayant de les convaincre que c'était super important aussi que l'aménagement ils viennent appuyer cette architecture. Donc par exemple, on a essayé de suspendre certains éléments pour voilà qu'on ait le regard et le sol qui passe, et essayer voilà de vraiment valoriser jusqu'au bout toutes ces structures bois. C'est vrai, pardon. Sur le système constructif, ce qu'on a retenu aussi de notre voyage et des bâtiments qu'on a été voir, c'était cette facilité de comprendre comment c'était construit en juste regardant ce qu'on pouvait voir. Du coup, de plus avoir cette ambition de cacher en fait le système constructif, mais plutôt de le mettre en œuvre. Et donc c'est un peu ce qui se passe par rapport au vitrage, il y a des moments où le colombage apparaît derrière une vitre et du coup on comprend, et ça permet, il y a quelque chose de rassurant dans les architectures où en fait où n'importe qui peut identifier comment ça tient, enfin, c'est ce qu'on pense, et du coup c'était aussi une façon de remontrer cette structure-là de ce bâtiment et de la valoriser. Alors bien sûr, du coup, on a eu toutes ces questions de mais comment on va nettoyer derrière la vitre, entre le colombage, comment est-ce qu'on va faire pour accrocher un cadre. Donc voilà, les clients parfois ils sont inquiets par rapport à des notions d'appropriation du lieu qui sont complètement normales. Mais c'est vrai que ils ont accepté de nous suivre là-dedans. Et c'est vrai que ces notions d'honnêteté constructive, nous, elles nous ont beaucoup marqué, et on trouve qu'aujourd'hui, c'est des notions qui sont dures à appliquer dans les bâtiments, tellement aussi on est soumis à des normes, à des logiques qui vont pas forcément dans ce sens, et qu'aussi voilà, il y a toute une logique de gestion des réseaux qui devient un peu complexe, et que les artisans par exemple de ce projet nous en parlent encore. Et dans ce projet aussi, ce qu'on aimait bien, voilà, c'était de dire en fait, on utilise un système constructif pour ce qu'il est et aussi pour son esthétique, et du coup on vient créer des atmosphères. Donc là, on a toute la grange à colombages, c'est des enduits, des colombages, et puis
Et puis ensuite, on a toutes les chambres, donc qui étaient dans les anciens petits box écuries. Là, on est en construction de bois et on est en bardage et à l'intérieur et à l'extérieur et on vient créer des ambiances et des atmosphères qui ont un lien en fait avec ce qui se passe à l'intérieur des murs. Ça, c'est un deuxième petit bâtiment qui voulait aussi rénover et qui, lui, par exemple, n'a pas eu de notion d'isolation thermique parce que c'était vraiment pour quand leurs enfants venaient pour l'été. Donc, c'est une espèce de grand dortoir. Cette photo, parfois, on a du mal à la montrer parce qu'on n'aime pas du tout les volets. Parce qu'à la fin, faute de budget, ils n'ont pas choisi les volets avec le même bois que le bardage. Donc, on attend un peu qu'ils vieillissent, qu'ils deviennent, qu'ils grisent un peu et on ira reprendre une photo plus belle. Là, c'est un autre projet qu'on voulait vous montrer, toujours avec cette logique de travailler dans l'existant. C'est un projet qui est en chantier, donc vous verrez pas de photos terminées. Aussi, dans cette logique de rénovation, on aime bien travailler en maquette parce qu'on pense que c'est aussi une bonne manière de s'approprier les bâtiments existants et de venir un peu comprendre la logique de comment ils ont été construits, comment est-ce qu'on peut pas pouvoir venir faire et c'est aussi un bon exercice de construction qui nous, enfin voilà, pour voir aussi ce que ça va impliquer de faire des nouvelles ouvertures, de comment le bâtiment va réagir. C'est aussi un projet où la demande de base c'était une extension et où on a convaincu les clients de rester dans l'existant et de plutôt travailler un projet d'ouverture plutôt que d'ajout, parce que la surface, ils l'avaient, et puis aussi, une de leurs problématiques, c'était que c'était originellement 2 maisons, donc 2 maisons accolées, donc ça, c'était déjà une extension de cette première maison, et donc c'est une maison comme ça qui est tout en long, et une de leurs problématiques, c'était de pouvoir réunir ces 2 maisons et qu'on sente moins qu'il y avait 2 maisons, et eux, ils nous ont demandé de rajouter un peu une 3e maison. Donc on a essayé de les convaincre de plutôt ouvrir ces 2 maisons et l'une sur l'autre et sur le paysage pour finalement travailler plutôt des sensations d'espace que des notions d'espace supplémentaire réel et surtout que le budget ne nous l'aurait pas permis. Donc là c'est le plan existant, donc très compartimenté et enfin voilà, un peu avec un côté un peu labyrinthe. Et là, donc en gros, toutes les nouvelles ouvertures qu'on vient créer. Donc c'est vraiment un projet un peu de grosse œuvre. Donc c'est-à-dire qu'on vient, enfin il y a beaucoup de leur budget qui est passé dans ces ouvertures, mais en même temps on a du coup aussi beaucoup gardé les réseaux en place. Donc du coup c'était un peu une manière pour nous d'essayer de faire rentrer leurs envies dans ce budget. Et donc voilà, donc tout le projet ça a été de créer ces grandes ouvertures dans l'habitation et puis vers le dehors. On s'aperçoit aussi que quand on travaille dans l'existant, en fait, il y a beaucoup de reformulation du plan qui se fait plus que d'essayer comme disait Justine, de rajouter quelque chose ou de marquer quelque chose avec un geste enfin c'est plus de la reformulation des circulations, des possibilités de déambulation, des ouvertures sur l'extérieur et tout ça. Et c'est vrai que nous, on se rend compte au fur et à mesure des chantiers comme ça, surtout dans la réhabilitation, que en fait on agit sur du gros œuvre, que nos projets se portent vraiment sur cette première étape du Là, c'était des clients qui étaient assez partants pour garder des matériaux assez bruts. Donc du coup, ils vont garder la pierre à l'intérieur. Tout le sol, donc l'idée c'était un peu d'harmoniser des niveaux de sol intérieur parce qu'il y avait des niveaux un peu dans tous les sens. Donc on a coulé une dalle béton qu'on a déjà d'ailleurs poncée et qui vient se prolonger à l'extérieur. Et ensuite on aura en menuiserie. Donc aussi une grosse partie du budget passe dans les menuiseries extérieures et donc c'est des systèmes de vantaux qui viennent se ranger derrière les murs et l'idée c'est d'avoir vraiment l'ouverture entière une fois qu'on a rangé ces 2 coulissants vitrés, c'est de presque ne voir que l'ouverture vers le dehors.
Et puis, comme ils avaient quand même cette envie d'un espace supplémentaire, on a proposé de faire une grande pergola qui viendrait du coup un peu les couvrir. Et aussi, bon, on est plein sud, donc l'idée c'était pas qu'ils soient en surchauffe les mois d'été. Et du coup, voilà, c'était un peu l'idée de cette grande pergola qui vienne créer un espace supplémentaire qu'on utilise beaucoup plus en fait en étant abrité, et avec un sol un peu comme ça, un peu commun, que c'est un peu un petit bout de l'extérieur qui vient appartenir au dedans. Alors du coup, ça c'est plus donc une rénovation en centre urbain, donc dans un vieux bâtiment qui date du XVIe siècle, donc voilà, qui est un ancien noviciat, qui a été divisé en plusieurs travées. Et donc un noviciat, c'est un bâtiment, c'était un bâtiment jésuite, là où en gros les novices jésuites vivaient là avant de partir vers d'autres contrées. Et donc du coup, ce bâtiment a été déjà divisé en plusieurs travées. Donc ça, c'est une travée. Donc la particularité de ce bâtiment, c'est que donc il est quand même assez profond et traversant, avec une seule ouverture de part et d'autre. Donc du côté jardin, il y a cette grande ouverture que l'on voit sur cette image, et de l'autre côté sur la rue, c'est une toute petite ouverture par niveau. Il faut savoir qu'il y a 2 ouvertures sur l'autre côté, parce qu'il y a un niveau, c'est une sorte de R+1 mezzanine. Et donc là, tout le travail, c'était en fait de garder ce traversant et de venir un peu occuper l'espace, d'occuper l'espace des espaces techniques d'un côté, de ranger ça et de pouvoir laisser la circulation ouverte sur le traversant. Ouais, au départ, la cuisine et toutes les zones techniques, elles étaient vraiment au centre. Et donc nous, ce qu'on a voulu faire, c'est pousser tout ça sur un côté et retrouver un traversant pour essayer d'amener au plus de la lumière au centre du plan. Et c'était assez dur parce que on voit l'épaisseur des murs, voilà, ils sont vraiment très larges. Donc là, on retrouve aussi dans ce projet un peu l'attention au structurel. Donc ça a été un peu une surprise de chantier. Donc c'est ça qu'on aime bien aussi, c'est nous, le chantier, il y a quelque chose de très important de suivre nos projets et de les voir se concrétiser en fait dans la réalité, et aussi parce que c'est toujours surprenant et c'est toujours une capacité à s'adapter en fait et à voir notre projet se transformer avec à partir du moment où on commence à le construire. Et donc pendant les travaux, lors de la démolition, on a découvert cette voûte en fait qu'on soupçonnait pas parce qu'elle était complètement emballée dans du placo. Et aussi que les architectes précédents avaient décidé de découper en mettant un petit linteau béton au niveau des poutres. Et puis ici, il y avait la porte de la chambre. Mais du coup, cette voûte, elle était coincée entre 2 placos. Et c'est vrai que quand on avait visité l'existant, on se disait c'est marrant ce truc. Donc on rentrait dans la chambre et puis là, il y avait comme un espèce de placard tout en long. On se disait c'est un peu bizarre ce truc, mais nous dans notre projet c'était censé être comme ça quoi. Et puis là on faisait deux belles portes vitrées qui n'ont pas pu avoir lieu du coup. Et donc cette voûte, ce qui était marrant donc c'est que ici en fait je pense qu'ils avaient essayé de la casser beaucoup plus loin. Donc elle avait des fers rentrés dedans, des bouts de briques, du béton. Enfin elle était franchement il s'était passé un combat. Elle a résisté quand même. Mais elle était toujours là, elle avait gagné je crois. Et puis de ce côté, donc là où nous on voulait mettre la salle de bain, en fait elle avait encore carrément des peintures d'époque super belles et du coup on a décidé de la garder. Et de la mettre en valeur. Voilà. Mais ce qui est un peu bête, c'est que j'ai pas mis la photo, je crois. Ouais, voilà. Donc on la voit là derrière. Et donc en gros, donc on a fait nous cette salle de bain et puis on a un peu adapté complètement adapté en fait nos aménagements où là du coup on a fait une verrière qui épouse la voûte. Bon, celle-là on l'a recachée parce qu'on s'est dit voilà que c'était peut-être un peu trop pour les clients. Et puis là par contre, on a vraiment gardé les peintures apparentes. Et bon, cette voûte, elle est un peu vivante, quoi. C'est-à-dire que régulièrement, sur leur plan de travail de salle de bain, il y a un peu des petits bouts de pierre, tout ça, mais c'est bon. Ce qu'on a essayé de faire aussi, donc au départ, tous les espaces techniques, donc là, on peut cacher dans une petite cloison de placo, on a découvert qu'il y avait toutes les nourrices. Donc heureusement ils ont assez fait attention à la démolition pour pas faire une inondation géante.
Donc parfois dans les cloisons, il y a des choses cachées, ça peut être dangereux. Et donc du coup là, on avait toute la cuisine, la salle de bain, enfin on était tout encombré, quoi. Donc là, nous, notre idée, ça a été de tout pousser contre ce mur, là, de se faire une grande bande technique contre un des murs. Et puis on avait la mezzanine qu'on voit sur la photo de chantier, elle s'arrête au niveau là de cette poutre. Et l'idée, donc, vu que la problématique c'était un peu la problématique de la lumière, ça a été d'ajouter de la surface pour venir un peu tirer les espaces vers la grande porte-fenêtre du jardin et ajouter cette petite mezzanine un peu plus basse aussi qui vient un peu intimiser la cuisine et faire un espace enfin voilà, qui est lui pour le coup très ensoleillé, plus vers le jardin. Donc là, des photos un peu des détails des deux mezzanines à deux niveaux différents. Avec chaque fois, on a caché des poteaux dans des retours de cloison ou dans des bibliothèques. Et puis là, notre petit aménagement de voûte. Et là, c'est une image pour montrer voilà, cette idée des trois pièces en enfilade en fait qui viennent retrouver le traversant, même si on est assez loin. Mais ça donne quand même des belles notions de perspective et de lumière d'avoir cet enchaînement de pièces. Alors ça, une autre maison, donc là qui est située à la limite entre la Gironde et la Dordogne, dans un endroit qui s'appelle Les Saurins, qui est près de Sainte-Foy-la-Grande. Donc c'est une maison en pierre et en béton qui a été construite dans les années 70. Et en fait, c'était donc moi, mon grand-père était architecte. Et c'était une maison qui avait été construite par un de ses associés. Et donc la personne qui a acheté cette maison, tout est assez romanesque dans ce projet. Donc lui, il habite pas loin et il fait beaucoup de balades à moto. Et donc un jour, il fait sa balade en moto et puis sous de la végétation, il voit qu'il y a des pierres qui sont assez belles. Et puis après, il voit aussi des grandes poutres en béton. Et donc du coup, il commence à regarder, à explorer un peu la maison. Il rentre dedans, il se rend compte qu'il y avait eu un incendie et que la maison était complètement abandonnée. Et donc, il a fait ses recherches au cadastre. Il a fini par retrouver les anciens propriétaires, à leur racheter, et puis à se renseigner sur la maison. Et donc, les anciens propriétaires, en fait, vu qu'ils avaient constaté des problèmes d'infiltration, ils avaient rajouté des toits à 4 pentes sur chaque partie de la maison. Enfin, ils avaient fait toute une série d'ajouts comme ça, que lui, il a passé plus ou moins 10 ans, 8-10 ans, à défaire pour essayer de retrouver, comme il disait, la vraie ruine de la maison. Enfin, retrouver un peu la base de cette maison. Et donc, une fois qu'il a eu fait tout ce travail, il s'est aussi beaucoup occupé de tout le jardin autour. Il a cherché à se faire accompagner par des architectes et il a discuté avec certains de ses voisins qui en fait sont des artisans qui ont bossé sur la maison originale. Et ils lui ont parlé vaguement d'un monsieur Lajus qui venait souvent sur le chantier. Et donc de là, il a fait sa recherche. Il a trouvé le numéro de mon grand-père qui lui a dit qu'il n'était plus en activité, mais qu'il avait une petite fille et qui travaillait avec une de ses amies depuis pas longtemps. Et donc c'est comme ça que cette maison incroyable est venue jusqu'à nous. Et donc, ce client, il était dès le départ partant pour. Il aime beaucoup sa maison. Et il a vraiment essayé de la comprendre. Comment est-ce qu'elle avait été conçue, quelles étaient ses qualités. C'est pas du tout quelqu'un qui est lié de près ou de loin à l'architecture. Mais il a tout de suite été partant pour conserver les murs en pierre à l'intérieur comme à l'extérieur, pour rester dans un vocabulaire très brut, pour garder ces poutres en béton apparentes partout. Et donc voilà, donc là on est en chantier. Et donc notre intervention finalement, nous, c'est les menuiseries extérieures, les sols, tout l'aménagement intérieur, parce que ça fait un peu partie du coup de
de cette maison et aussi de la manière dont on faisait de l'architecture dans ces années-là. Et donc nous, ce qu'on a essayé de faire, c'était vraiment on n'a pas trop cherché à avoir tous les documents de la maison existante parce que je sais pas, on avait envie de garder aussi une certaine forme de décomplexion et puis de pouvoir amener un peu aussi ce que nous on avait envie d'apporter. Et mais voilà, sachant que ça restait un vocabulaire qu'on connaissait parce qu'on connaît bien les maisons de mon grand-père et donc il y a des petits codes qu'on a un peu. Et donc par exemple, nous ça a été d'essayer de marquer tout ce système des poutres autant par les sols que par des impostes vitrés, de venir essayer de respecter en fait cette structure qui est très présente. Et aussi nous dans les matériaux qu'on apportait de rester sur des assez unimatériaux, donc on apporte du bois, de la terre cuite sur les sols. On essayait vraiment de travailler avec des matériaux plutôt artisanaux, parce qu'en fait on se dit qu'avec de la matière si présente, on est obligé un peu de rester dans des matériaux très aussi assez puissants et assez forts, sinon que ce sera un peu direct, ça fera directement un peu toc. Et donc voilà, donc toutes les parois elles seront en bois bardé comme ça, c'est du cèdre, et les menuiseries en chêne, et elles seront surplombées aussi d'impostes vitrés, toujours dans l'idée de venir nous se mettre sous ces poutres là et puis de continuer un peu à jouer avec cette structure. Peut-être je peux juste ajouter, parce que c'est vrai que les gens ont souvent des questions sur la thermique de ce bâtiment. Donc on a l'idée, c'était la toiture a été isolée, le sol aussi, et donc l'idée c'était d'avoir ces deux le sol et la toiture qui viennent avoir une isolation assez conséquente, et on a fait un chauffage par le sol partout, qui est amplifié par des grosses dalles de terre cuite qui sont assez épaisses. Et ça, pareil, on aimait bien quand on a visité les maisons de Frank Lloyd Wright. Lui disait avec un bon sol et un bon chapeau, en fait, presque on pourrait laisser le bâtiment respirer par ses façades que ça irait. Et en fait, c'est vrai que ce complexe là de sol, on se rendait compte, on l'avait déjà expérimenté dans un autre projet, et on se rendait compte qu'avec un thermostat très bas, on arrivait à avoir des vraies sensations de chaleur assez fortes avec un thermostat à 17, par le simple fait que la chaleur est amplifiée par ce matériau, et que aussi elle nous traverse tout le corps, des pieds à la tête. Donc du coup, on a pas mal regardé la production marché privé, disons, et on a aussi une petite production marché public, donc celle qui se trouve plus dans le centre urbain et qui vise à revaloriser le patrimoine bordelais, donc classé ville de pierre, avec des bailleurs sociaux, et donc à destination de logements sociaux. Et donc pour nous c'est pareil, c'est un objet qui est hyper intéressant, dans le sens où la contrainte elle est pas la même, elle est très forte parce que c'est des bâtiments qui sont protégés, et en même temps, du fait de leurs contraintes et de leur protection, ça donne lieu à des logements qui vont être peut-être plus grands, peut-être plus lumineux, parce qu'en fait on peut pas vraiment toucher aux extérieurs de base, à la structure de base. Et donc c'est vrai que la majeure partie de notre production publique, ça va être dans le centre urbain, sur des bâtiments en pierre, et emmener cette réflexion toujours de donner de la qualité aux matériaux à l'intérieur, et d'essayer de sensibiliser aussi les maîtrises d'ouvrage publics à des plus jolis matériaux, moins de toc. Arriver à pousser un peu le discours qu'on a dans le privé, les tests qu'on fait dans le privé, les ramener un peu dans le public, et expérimenter avec des maîtrises d'ouvrage qui nous permettent d'aller plus loin, sur les ambiances intérieures et les matériaux qu'on utilise. Même si parfois on est obligé d'utiliser des sols souples et des dalles de carreaux blancs qu'on n'aime pas toujours. Et du placo. C'est aussi des chantiers dans des zones assez contraintes, donc c'est vraiment d'autres logiques de chantier que ces bâtiments beaucoup plus isolés en ruralité.
Et c'est aussi dans des zones parfois assez périlleuses. Donc par exemple à Bordeaux, il y a eu plein de sujets de bâtiments effondrés. Donc là par exemple à l'arrière de notre bâtiment, il y a tout un bâtiment qui est tombé. Donc on a eu des arrêts de chantier. Enfin voilà, c'est aussi on est dans des zones assez denses où les bâtiments se tiennent entre eux et que parfois un bâtiment qui bouge et tout est dépeuplé. C'est une autre logique d'intervention. Voilà, c'est des chantiers qui sont peut-être un peu plus gros, avec plus de logements. C'est pas du tout les mêmes réflexions. C'est vrai que la partie conception architecturale, aménagement, tout ça, elle recule. Mais pour autant, il y a quelque chose d'hyper intéressant dans cette valorisation de ces bâtiments pour des logements sociaux. Donc, donner aussi accès au centre-ville à des populations. Voilà, dans la démarche, c'est vrai que c'est des sujets qui sont très intéressants de pouvoir, voilà, requalifier des extérieurs, participer un peu à la requalification de la ville et du centre urbain. Avec des sujets parfois de petite surélévation, donc voilà, aussi des choses où ça reste très contraint, mais où quand même on peut trouver des petites ingéniosités pour gagner de la place, développer des logements un peu plus grands, essayer de densifier encore un peu plus. Et pour finir, on parle un peu de rapidement de notre dernier projet. Donc ça, c'est un peu la première petite commande publique qu'on a gagnée. Donc c'est à Peille, c'est un village dans les Landes, vraiment intérieur des Landes. Et donc c'est la rénovation, réhabilitation d'une grosse maison basque-hollandaise, de tout un chai et d'un ancien pressoir à raisin. Et donc c'est une commune qui a envie donc de déplacer sa mairie ici, faire des logements, quelques commerces, il y a quoi, il y a des petits locaux pour la santé et un petit PMU et une petite boulangerie. Donc là, c'était un peu plus pour vous parler de maintenant l'évolution qu'on aimerait donner à l'agence, ce serait de répondre à ce type de commande publique. Ça, on pense qu'on a réussi un peu à accéder à ça parce qu'on avait aussi cette commande en plus des privés des logements sociaux, donc aussi un petit, un petit regard sur le logement collectif, une petite expérience malgré tout. Et donc voilà, et donc c'est un projet où ce qu'on avait envie aussi, c'était parce que évidemment on a envie d'accéder à la commande publique et de faire des projets plus publics, mais peut-être tout en gardant aussi une approche qu'on aime bien développer avec les privés, qui est aussi quand même une approche assez participative où ceux qui vont habiter le projet participent aussi à sa conception et donc voilà, donc ça c'est notre dernier projet qui commence. Merci. Bonsoir, merci. J'avais une question sur votre étude là, About Vernacular, sur le fait que vous avez plutôt visité visiblement des architectures vernaculaires qui sont restées comme d'origine ou très proches. Et est-ce que votre étude, elle s'est aussi tournée vers ces architectures vernaculaires qui ont subi les affres du temps ou des scories qui sont venues, qui en fait rentrerait peut-être en connexion avec votre travail que vous faites sur aujourd'hui des interventions sur des architectures potentiellement vernaculaires mais existantes. Et du coup, comment est-ce que vous avez abordé ce sujet-là ? Oui, alors c'est vrai que nous on est allé quand même dans des coins assez reculés où il n'y avait pas beaucoup d'architectes ou pas beaucoup justement peut-être d'interprétation de ces architectures-là. Après, peut-être un exemple qui se saisissait pas mal de ces problématiques, c'était celui du Rural Studio, donc qui est une école en fait qui a délocalisé toute une partie de son enseignement dans un petit village c'est pas le Mississippi, c'était Auburn, Alabama, voilà. Et donc du coup là donc il y a cette particularité que c'est les étudiants qui viennent construire avec les habitants et qui se saisissent vraiment des problématiques sociales et architecturales du village. Et eux, c'est vrai qu'ils vont toucher à des
à des constructions vernaculaires aussi pour les rénover ou aussi les réinterpréter pour les reconstruire aujourd'hui, parce qu'ils se mettent un peu dans... Enfin, pour eux, c'est important que les architectures qu'ils produisent puissent être vraiment appropriées par les habitants. Et donc, du coup, eux, c'était peut-être un des exemples actuels de regard sur ces architectures et de transformation de ces architectures. Pour aller plus loin, du coup, vous avez beaucoup parlé de l'efficacité ou de la nécessité de ces architectures vernaculaires, et du coup qui sont forcément liées à une fonction, à une technique qui existait à l'époque de leur construction, et comment dans le temps ces architectures aujourd'hui en fait elles ont aussi évolué dans leur usage tout en gardant leur architecture qui est originelle. Est-ce qu'il y avait une analyse aussi sur l'usage et de comment se dire que ces dispositifs-là que vous avez pu observer, qui sont toujours chercher cette efficacité par rapport à un usage particulier, et avec l'évolution de cet usage-là, est-ce que ces dispositifs-là sont toujours aussi intelligents et efficients, ou alors ont plus de lettres et deviennent finalement qu'agrément ou esthétique, par exemple, on en parle. Et après, c'est vrai que nous, on avait besoin pour pouvoir faire notre étude que ce soit des bâtiments très low-tech, très, facilement aussi nous appropriables par le dessin, la compréhension. C'est vrai qu'on est resté dans des zones où, par exemple, l'agriculture était encore très à échelle humaine. C'est vrai que on n'est pas allé dans des méga productions, voir comment est-ce que ils se servaient encore ou pas de ces architectures. Après, par exemple, peut-être le cas des architectures agricoles, c'est un super exemple pour montrer qu'aujourd'hui, ça a encore toute son importance en fait que c'est des notions très simples, mais il faut travailler par la gravité, il faut, et du coup des dispositifs qui peuvent être encore très actuels aujourd'hui. Merci pour la présentation. Je voulais savoir si vous envisagez éventuellement un jour de vous confronter à la construction neuve, ou si c'est quelque chose que vous évacuez de facto par rapport à vos centres d'intérêt et ce qui prévaut dans votre démarche de faire avec ce qui est déjà là. En fait, c'est vrai qu'on présente beaucoup les choses comme si les architectes choisissaient complètement leurs commandes. C'est vrai que c'est des questions qui nous intéressent beaucoup, mais c'est aussi que concrètement, on n'a jamais trop eu de demande de construction neuve. Mais c'est vrai que je pense que c'est quelque chose vers lequel on irait plus prudemment. Ou alors si on a eu des cas de maison, par exemple, nouvelle maison. C'est vrai que du coup, on se dit que si on construit du neuf, alors il faudra vraiment que ce soit impeccable et qu'il y ait vraiment une vraie réflexion de chaque mur, de chaque toiture. C'est vrai qu'on est beaucoup plus à l'aise dans cet exercice de travailler dans l'existant, parce que c'est vrai qu'on se dit que c'est déjà là et presque que si on s'y prend bien, on ne peut qu'améliorer ou apporter quelque chose de positif. Là où c'est vrai que quand on est en construction neuve, on se dit qu'on vient quand même déséquilibrer certaines choses et quand même apporter quelque chose de... Mais bien sûr qu'on l'évacue pas et que... Mais la tournure des choses a fait que c'est vrai que là je sais pas trop comment est-ce qu'on aborderait un projet neuf. Pour l'instant, ça s'est pas encore présenté à nous. Il n'y a pas d'autres questions? Non. On va vous remercier parce que je crois que la fanfare va pas tarder à arriver. Et encore merci beaucoup. On peut juste annoncer en teasing la prochaine conférence dans le cadre du DE1. Je regarde Mathieu. Sapiens le 2 mai prochain. Donc on est un peu toujours dans l'affiliation du déjà là. Et merci encore pour votre conférence. Merci beaucoup.